Bonjour à tous et bienvenue dans l'Instant T, votre émission quotidienne qui décrypte l'actu du Finistère. Acoustique ou symphonique, son parcours musical est une guitare story imprégnée d'héritage celtique. Depuis ses premiers albums avec Alan Stivell dans les années 70, il est devenu l'artiste incontournable de la musique bretonne moderne. Ce vendredi, le musicien quimpérois sort son nouvel album, entièrement instrumental, Cornouailles Soundtracks. Dan Arbraz, bonjour. Bonjour. Alors vous définissez cet album comme la bande-son de votre vie, c'est un album très intime. Très intime, ouais. C'est un petit peu la couverture pour les trois précédents que j'avais fait, Musique pour les saisons à venir, Septembre bleu, La mémoire des volets blancs. Là, c'est un peu comme si ça servait un petit peu de livre qui se ferme. Je ne vais pas le ranger encore dans la bibliothèque, mais c'est un peu ça, c'est une histoire qui se termine. Vous nous expliquez tout ça, on en parle ensemble tout à l'heure. En plateau également Christophe Boucher, bonjour. Bonjour Pauline. Et comme chaque mardi, vous nous parlez de l'actu économique du Finistère. Et cette semaine, je vais vous parler de quelques signes encourageants qui se montrent concernant l'économie finistérienne, mais ce sont uniquement des frémissements là. D'accord, ce sera dans l'instant écho tout à l'heure. Et Camille Pochet est avec nous. Bonjour Camille. Bonjour. Alors vous êtes journaliste à la rédaction de TBO et vous avez rencontré Gilles qui est en fauteuil roulant depuis 6 mois et donc obligé de complètement changer les plans de sa maison. Oui, Pauline, il doit d'ailleurs démolir sa maison, puis la reconstruire pour pouvoir y vivre en fauteuil. Heureusement, il a un groupe d'amis solides. Ils ont même monté une association pour l'aider dans ce projet. On regarde votre reportage. Un projet un peu fou vient de naître à Roscanvel. Une bande de copains se mobilise autour d'un des leurs pour lui construire une maison pratique. Ça fait 2 ans que Gilles est atteint d'une sclérose en plaques et il est en fauteuil depuis 6 mois. Cette maison qu'il a achetée il y a une dizaine d'années lui est désormais impraticable. En fait, c'est pas une maison qui est adaptée pour vivre à l'année. Déjà pour une personne valide. Et pour un mec en fauteuil, ça devient carrément impossible, quoi, parce que voilà, on voit il y a des marches trop hautes, trop petites. Non, c'est pas possible. Avec la MDPH, donc tout ce qui est surcoût d'adaptabilité au handicap peut être pris en charge, jusqu'à une limite de 10 000 € pour une maison tous les 10 ans. Pour tout raser et tout reconstruire à moindre frais, il faut de l'aide de la part de bénévoles et de commerçants partenaires. Le projet, nommé Un toit pour un fauteuil, mobilise. C'est vrai que la première idée, c'était l'émission Tous Ensemble. Déception de ne pas avoir vu le projet aboutir, nous a tout de suite boosté à créer l'association pour rebondir rapidement et puis prendre l'idée du concept qui est, ma foi, un très bon concept, et puis de le faire au niveau local. 80 personnes ont déjà adhéré à l'association créée en février et 2 artisans ont répondu présents avant même de connaître le montant des travaux. C'est suite à une parution presse et j'ai reconnu Gilles. Et Gilles étant un ami d'enfance, je me sentais vraiment impliqué dans l'aventure et je me suis dit il faut que je l'appelle tout de suite. Pour l'instant, les plans de la nouvelle maison n'en sont qu'au stade d'ébauche. Ils devraient être terminés le 18 avril au plus tard pour pouvoir chiffrer le montant des travaux. Moi j'ai en tête que ça va pas non plus être une maison de 250 mètres carrés au sol, donc voilà, je me dis, moi j'ai des prix très intéressants chez mes fournisseurs, je sais pas, ça va s'élever à entre 300 et 500 €, je pense, de peinture, quoi. Objectif, convaincre d'autres artisans, des donateurs et des bénévoles de bien vouloir se joindre à la bande de joyeux drilles. Alors Camille, c'était quoi cette idée d'émission de télé ? Alors c'est en fait Agnès Garec, l'une des amies proches de Gilles Lesage, qui l'a inscrite en douce à l'émission Tous Ensemble, dans laquelle les équipes font appel à des bénévoles et à des artisans volontaires pour rénover une maison. Alors le dossier de Gilles Lesage avait été accepté, les équipes de télé étaient en contact avec lui, le projet semblait assez bien parti. Le problème, c'est que quand ils sont venus voir la maison, ils se sont rendus compte qu'elle contenait de l'amiante et qu'il allait falloir la démolir. Ça rentrait pas du tout dans les critères établis par la chaîne de télé. La rénovation était donc impossible. Alors, passé la déception, le projet a trotté dans la tête des amis de Gilles et sous l'impulsion d'Agnès Garec, ils ont créé l'asso Un toit pour un fauteuil. C'est quand même étonnant d'avoir besoin de faire appel à une émission de télé pour reconstruire une maison. Est-ce qu'il n'existe pas des aides du département ? Alors si, la MDPH est là pour ça. Alors MDPH, ça veut dire Maison départementale des personnes handicapées. Ça dépend du Conseil général. Elle peut aider les personnes en situation de handicap à adapter leur maison grâce à une prestation de compensation du handicap. Il faut que les personnes concernées montent un dossier, qu'ils la transmettent à la MDPH. Celui-ci passe ensuite dans les mains d'ergothérapeutes, puis ils sont examinés par une commission.
Alors jusqu'à combien peuvent aller les sommes versées? La commission peut accorder jusqu'à 10 000 € par personne pour une maison tous les 10 ans. Le seuil de 10 000 €, c'est bien sûr un maximum. Ça ne couvre pas toujours le montant des travaux. En plus, il faut avancer les frais et cette aide ne prend en compte que les travaux engagés liés au handicap, comme par exemple des rampes, la modification d'une salle de bain ou l'aménagement d'un escalier. Alors qui sont les personnes qui ont le plus besoin de ces aides? Le président du CAPH, le collectif des associations de personnes handicapées du Finistère, m'expliquait justement que les plus concernés sont souvent ceux qui deviennent handicapés ou qui ont des enfants handicapés. Parce qu'en fait, dans ce cas-là, il devient nécessaire de reconfigurer un logement ou un véhicule pour une personne en situation de handicap, alors que tout avait été pensé pour une personne valide. Alors, est-ce qu'il existe d'autres structures qui peuvent donner un coup de pouce dans ce genre de situation? Les associations m'ont dit qu'elles se tournaient aussi vers l'ANA, donc c'est l'Agence nationale de l'habitat qui peut aussi apporter une aide. Et la MDPH explique qu'elle sollicite également les mutuelles, les caisses d'assurance maladie ou encore dans certains cas les mairies. Il ne faut pas non plus oublier qu'en dehors de l'association qu'on a vue, il existe aussi beaucoup d'autres structures similaires. D'ailleurs, le groupe d'amis de Un toit pour un fauteuil envisage d'aider d'autres personnes à rénover leur maison une fois que celle de Gilles sera terminée. Merci beaucoup Camille Pochet. Créer une Silicon Valley de l'algue en France, l'idée suit son cours. La Blue Valley commence à prendre forme autour de la station biologique de Roscoff. Rencontre avec ces chercheurs qui tentent de faire passer la production d'algues de l'artisanat à l'industrie. Reportage Julie Sicot. La matière première est à portée de main sur cette plage de Roscoff. Aujourd'hui, une cinquantaine de personnes et 35 bateaux récoltent les algues en Bretagne. En fait, en Bretagne, on récolte à peu près 80 000 tonnes d'algues, tout confondu. La grande majorité, c'est les algues qui sont récoltées par les bateaux, donc ça représente plus de 70 000 tonnes. Et entre 5 et 10 000 tonnes sont récoltées par les récoltants à pied. Une production encore insuffisante pour faire face à la concurrence asiatique qui récolte 96% des 20 millions de tonnes d'algues dans le monde. En Europe, la France est avec la Norvège parmi les leaders du secteur. Les projets de développement se multiplient, comme à la station biologique de Roscoff, où on a lancé le projet Idéalgues pour soutenir la production. Donc, nous sommes ici dans le laboratoire des macroalgues, en particulier dans une salle de culture où on a en fait deux grands objectifs. C'est de pouvoir cultiver les algues pour comprendre comment elles se reproduisent, comment elles se développent, mais aussi de pouvoir en cultiver, et notamment cultiver des semences qui pourront, pour certaines, être transférées en mer pour faire pousser là, des très grandes algues. Ces recherches devraient permettre d'industrialiser la production d'algues pour éviter les importations que l'on estime chaque année en France à près de 20 000 tonnes. Cette industrialisation pourrait aussi répondre à deux autres objectifs, la maîtrise de la quantité et surtout de la qualité de cette matière première, comme cette algue transformée en poudre et utilisée comme gélifiant. Des recherches financées dans le cadre du pacte d'avenir par la région Bretagne et qui est porteur de beaucoup d'espoir, notamment en termes de débouchés économiques. Donc une activité là qui va, je pense, donc, se développer beaucoup dans les années à venir, d'autant plus que justement de plus en plus de domaines se tournent vers des ressources renouvelables et non plus seulement sur des ressources fossiles comme le pétrole. Cette ressource verte et ses projets de développement devraient placer la Bretagne et surtout le Finistère comme l'un des leaders mondiaux de la production et de la transformation d'algues. Cornouailles Soundtracks, c'est le nom de votre nouvel album d'Anar Braz. Sans cornemuse ni bombarde, c'est pourtant de la musique celtique qui résonne dans votre guitare. Vous êtes tellement imprégné de Bretagne, en fait, que vous n'avez pas besoin d'instruments traditionnels bretons pour jouer de la musique aux tonalités celtiques, c'est ça ? Oui, Loïs Guillemot, un bon ami, a dit que ma guitare parlait breton couramment. C'est vrai qu'elle est imprégnée. Ouais. J'ai toujours vécu ici, en Cornouailles, donc toute mon enfance, toute ma vie. Baigne jusqu'à Brest, enfin tous les coins de Bretagne, mais surtout le sud du Finistère, quoi. Et pourtant, à vos débuts, vous étiez plutôt attiré par la musique folk et rock, mais l'univers celtique est arrivé vite en toile de fond. Qu'est-ce qui vous séduit dans cet univers ? La musique folk et pop est largement inspirée de la musique celtique. Keith Jarrett est d'origine irlandaise, Jimi Hendrix avait des origines irlandaises, Bill Evans, le pianiste de jazz, des origines galloises, Rod Stewart, James Taylor, les Beatles sont tous les deux. Donc toute la musique que j'entendais, Donovan, était déjà
fortement inspiré de musique celtique et de musique folk, rock. Il n'y a pas eu un gros virage vers la musique celtique, c'était déjà là depuis le début. Mais c'est ça, tu aimes ça parce que cette musique te parle, parce qu'elle est elle vient un peu de ton imaginaire aussi. Je me suis jamais plus posé de questions, mais c'est vrai que j'étais un petit peu attiré naturellement vers des musiques qui étaient comme par hasard d'inspiration celtique. Et voilà. Alors la musique celtique, c'est un peu comme la saudade, cette mélancolie typique du Portugal. Et dans la musique celtique, il y a une nostalgie celtique. Pourtant, votre musique n'est pas triste. Bon, elle est peut-être des fois, mais elle est un peu mélancolique. Je suis assez, c'est vrai. Il y a cette nostalgie. C'est une façon de définir d'ailleurs la musique celtique. Je crois que oui, la musique celtique, c'est peut-être ce pont qui est entre l'Irlande et les États-Unis. Tous les Irlandais qui sont partis là-bas, malheureusement, ont fait un petit peu bobo aux Indiens, aux Amérindiens. Okay. Mais ils ont emporté avec eux leur musique. Ça s'est mélangé avec tous les gens qui avaient là-bas. Alors ceux qui sont restés en Irlande pleuraient ceux qui sont partis, et ceux qui sont partis pleuraient le pays qu'ils avaient laissé derrière. Je crois que ce pont nous amène à U2 à un moment donné, quoi. C'est ce pont, et c'est d'abord eux. Après, il y a les Écossais, les Bretons en moindre quantité, ou les Gallois. Mais je crois que c'est ça, la définition de la musique celtique, c'est le pont entre l'Irlande et l'Amérique, et qui est devenu de la musique pop, dans des trucs comme même Lionel Richie, je trouve qu'il y a des choses d'inspiration celtique dans ce qu'il fait. Donc c'est un petit peu mélangé dans l'ensemble de la musique pop mondiale. Ce nouvel album qui sort vendredi comporte 15 titres, tous instrumentaux. Décidément, Dad, vous n'aimez pas chanter ? Je vais chanter un petit peu dans les concerts, mais je ne me considère pas comme un chanteur. Non, je chante de temps en temps, mais c'est pas vraiment ma voix, c'est d'abord ma guitare. Mais je vais chanter un petit peu quand on va jouer au Quartz. Là, je chanterai 4 ou 5 morceaux. Quoi, Vous écrivez aussi, Dan ? Des textes ? Ouais. J'ai écrit, mais j'ai l'impression que j'ai tout dit. Bretagne, la chanson Bretagne, ça reviendra. Non, je pense qu'il y a des gens autour de moi, Clarisse Lavanant qui m'a écrit des textes, Jean-Jacques Goldman qui m'a écrit un texte. Donc j'ai quand même été soigné. Donc je préfère laisser ça de côté et laisser ça à des gens qui ont ce talent. Alors on reconnaît justement 4 reprises dans votre album. Parmi elles, on retrouve Avec le temps de Léo Ferré qu'on va écouter pendant qu'on discute. Alors pourquoi avoir choisi d'adapter cette chanson-là ? Parce que c'est une chanson extraordinaire. Parce qu'avec le temps, et comme je suis nostalgique, comme l'album est imprégné de cette nostalgie de l'enfance perdue, donc avec le temps, tout va bien, quoi. C'est ce que... Léo Ferré fait partie de ceux qui vous ont influencé ? Eh ben, oui, cette mélodie, d'ailleurs j'écris sur la couverture, je m'excuse Léo, je n'ai pris que la musique, mais elle est déjà tellement magnifique que je crois que son fils a beaucoup aimé, donc ça m'a beaucoup touché, donc j'ai pas trahi. Mais c'est difficile de faire une chanson de Léo Ferré, il n'y a pas Léo Ferré et il n'y a pas le texte. Il ne reste plus que la mélodie. Et pourtant, ceux qui l'ont écouté m'ont dit que ça fonctionnait bien. Ah, ça fonctionne bien. Parce que c'est une mélodie extraordinaire. Et puis, quand on pense aux paroles, les gens vont les chanter dans leur tête. Elles viennent naturellement, ce genre de chansons. Et avec le temps, je répète, tout va bien. Enfin, j'espère que tout ira bien avec le temps. Alors, parmi les reprises, on retrouve aussi sur votre disque le titre Moon River. Alors, c'est un titre qui a été interprété à l'origine par Audrey Hepburn dans le film de Black Edwards, Breakfast at Tiffany. C'est Diamant sur canapé dans sa version française. Alors, moi, j'ai un peu craqué. J'ai pas pu résister à l'envie de regarder un petit extrait de Diamant sur canapé quand on voit Audrey Hepburn qui chante cette chanson. Regardez. Wherever you're going, I'm going your way. Two drifters off to see the world. There's such a lot of world to see. We're after the same rainbow's end. Alors pourquoi cette reprise de Moon River d'Anna Price ? Cette mélodie est absolument superbe, elle est magnifique et je la trouve un petit peu celtique. Bon, je crois que celui qui a écrit les paroles est d'origine irlandaise, mais bon, c'est pas lui qui a écrit la mélodie. La reprise. Et le cinéma comme ça peut vous inspirer parfois ? Tout peut inspirer chaque minute de la vie, chaque rencontre, chaque tristesse, chaque moment de joie. Tout est là, tout est à la portée de notre cœur, de nos yeux, et donc la musique est partout, c'est une inspiration, il suffit de... Avec le peu de notes qu'il y a dans la musique, comment peut-on
écrire toutes ces musiques qu'on entend, quoi. Il suffit de capter quelque chose. Et je pense que d'autres, pendant qu'ils font du pain, nous on fait de la musique, quoi. Chacun. Moi je me considère, comme je le dis de plus en plus, comme un artisan. Pendant que mes copains réparent ma bagnole, ou que le médecin va me soigner, ou que les gens m'attendent aux urgences, éventuellement le moins souvent possible. Moi je fais ces petites musiques, c'est tout ce que je sais faire. Donc je passe du temps, j'ai un tamis comme les chercheurs d'or. Et puis des fois il y a une pépite, où il n'y a pas. Des fois ça prendra des heures, mais à force de mettre du sable dans le tamis, on finit par trouver les... Et des fois il y a des mélodies comme celle-là où on ne peut qu'avoir envie de la jouer. Et voilà. Alors le dernier morceau du disque, c'est Theme for Victory, composé spécialement pour les victoires de la Bretagne en décembre dernier. On va regarder un petit extrait de votre prestation durant cet événement. On revient au titre de l'album Cornwise. Soundtracks, je prononcerai mal, désolé Dan. On comprend du coup que c'est la Cornouaille qui vous inspire, ou plutôt les Cornouailles parce que c'est au pluriel. Pourquoi? Oui. Comme j'ai écrit la chanson de Bretagne avec un S, oui, je l'ai écrit avec un S, Cornouailles aussi. Finistère, d'ailleurs, le deuxième album de l'héritage, on avait mis un S, 2 R, E, S, parce que c'est pluriel, parce que ça n'est que ma vision, mes sentiments, et que d'autres personnes peuvent aimer d'autres musiques et imaginer la Cornouaille sous un autre fond musical. Un Italien est venu un jour en Bretagne, il m'a dit « Je comprends bien ta musique ». Il parlait de Septembre Bleu, un autre album instrumental. Il m'a dit « Quand j'ai vu la Bretagne, j'ai compris d'où venait ta musique ». Ça m'a profondément touché, parce que ma musique, effectivement, n'est pas bretonne, ou peut-être pas toujours forcément celtique, mais elle est inspirée. Et quand on regarde la Cornouaille avec toutes ces différentes mentalités de Douarnenez, Concarneau, le Pays Bigoudin, Quimper, la terre qui est très proche, le centre-Bretagne, c'est une diversité absolument incroyable, quoi. Une diversité qu'on retrouve dans votre musique. Alors l'un des titres, on va l'écouter également, s'appelle Plage de Kermil. Est-ce que c'est bien la plage de Kermil de Fouesnant dont vous parlez De Becmey, oui. Mon fils allait dans ce secteur-là souvent à la plage. D'accord. Ouais. Donc voilà, ça fait partie de ces choses de la Cornouaille, de ces lieux qui vous inspirent au plat. Oui, il y a des plages magnifiques. Sainte-Anne-la-Palude, avec cette immensité, avec la baie de Douarnenez, dans un écrin, c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand j'étais gamin, j'allais avec ma dauphine et je me mettais à l'arrière de la voiture, j'attendais le coucher de soleil et je jouais de la guitare à l'arrière de ma voiture. C'est vraiment la bande-son de votre vie, cet album. On peut dérouler la biographie, Christophe. Vous voyez sur scène tout à l'heure avec vos acolytes, justement, c'est pour ces moments-là aussi, pour vous retrouver ensemble et puis créer devant un public que vous aimez, et écrire et faire ces chansons-là. Alors je suis peut-être moins un homme de scène, je serais plutôt un homme qui est comme un peintre, qui fait des peintures, et les peintures après font comme un écrivain. Donc je me considère effectivement plus comme un peintre, c'est des couleurs. Après la scène est là, je suis content d'y être, j'ai souvent peur, mais quand je vois le plaisir qu'on a, et c'est autre chose sur scène, on va jouer les morceaux différemment, ils seront plus charnus, plus... Des nouveaux morceaux à chaque fois aussi sur scène. Voilà, et on va les interpréter, les musiciens vont apporter leur présence, et puis il y a le public, donc ils seront différents, ils seront, je dis pas plus vivants, parce que ça veut rien dire, mais là c'est un disque, je pense, à écouter comme on lit un livre, tranquille, à l'apéro, ou tranquille, ou quand on a envie de passer un moment... Mais qui s'écoutera très bien aussi sur scène, puisque d'ailleurs vous serez en tournée dans les prochains mois. On note d'ailleurs, c'est dans le Grand Ouest, on note que vous jouez à Brest le 10 avril, à Plabennec le 16 mai, et à Quimper le 21 juillet pendant le festival de Cornouailles, à domicile. Voilà. Et après, à la fin de l'année, il y a une tournée de tous les Zéniths de France avec Jean-Félix Lalanne autour de la guitare, avec Larry Carlton, Robin Ford, Johnny Clegg, un truc formidable qu'il a monté, et il y aura donc 21 dates en plus. Vous n'allez pas vous ennuyer cette année. Merci. Je vous rappelle que votre nouvel album s'appelle Cornouailles Soundtracks. Je vais faire des cours d'anglais avec Dan Harprat. Et qu'il est disponible dès ce vendredi 27 mars. Allez, tout de suite, on passe à l'instant écho. Alors Christophe, on l'attend tous, la reprise économique est-elle enfin là ? Alors Pauline, j'aurais bien voulu vous dire oui, l'économie est revenue à son niveau de 2008, mais ce serait vous mentir. Cependant, quelques signes positifs se font sentir. Tout d'abord,
la parité euro-dollar et le prix du pétrole au plus bas depuis des années, qui joue sur les finances des entreprises, mais aussi sur le pouvoir d'achat des Français. Ensuite, il y a des mesures prises par le gouvernement concernant notamment le CICE, c'est le crédit impôt compétitivité, qui permet aux entreprises de faire des économies. Et autre signe encourageant, ce n'est pas moi qui le dis, mais l'INSEE, qui évalue à 80 000 le nombre de créations d'emplois en France cette année, en 2015. Alors, est-ce que certaines activités tirent un petit peu leur épingle du jeu? Pauline, vous connaissez la formule « quand le bâtiment va, tout va ». Oui. Eh bien, cette formule est à moitié vraie. Pourtant, alors les taux bancaires, les signaux sont au vert, les taux bancaires n'ont jamais été aussi bas. Les manifestations, telles que le récent salon de l'artisanat à Quimper, qui a vraiment très bien marché, les salons de l'habitat font le plein. Et pourtant, les clients potentiels restent prudents. Je vous propose justement d'écouter tout de suite Yannick Lemoyne, c'est le directeur du service développement économique de la Chambre de métiers de l'artisanat du Finistère. Il nous donne son avis sur une hypothétique reprise. On l'écoute. Oui et non. Oui, parce que si on parle du bâtiment, on sent qu'effectivement la transition énergétique et notamment le crédit d'impôt peut avoir un impact sur l'activité du bâtiment. Non, toujours dans le cadre du bâtiment, parce que tout simplement au niveau de l'urbanisme, rien ne décolle. Si on relance la construction, on va relancer un tas d'activités derrière, on va donner le sourire aux gens, on va avoir envie d'avancer. Je crois que c'est ça. Il y a ce phénomène-là. Et le deuxième, c'est qu'il faut que les gens voient clair. Mais pas clair à 3 mois ou à 6 mois. Il faut que les gens aient une visibilité sur 3 ans. Si on veut relancer les investissements, il faut à minima que les gens aient une visibilité sur du moyen terme. Pas de négativisme. Il n'y a pas non plus à paniquer, mais rien n'est simple et la conjoncture reste très difficile pour les entreprises. Alors, on le voit, Pauline, la reprise vient essentiellement des particuliers. Les mesures autour des économies d'énergie, notamment, tirent l'artisanat vers le haut, mais il faudrait que les collectivités locales puissent elles aussi faire de même. Et c'est là que le bas blesse. Entre les années électorales peu propices aux investissements, la baisse des dotations de l'État qui freine les mises en chantier, l'État ne peut pas lancer de grands projets. Et du coup, c'est tout un pan de l'économie qui est au ralenti. Pour l'anecdote, on voyait tout à l'heure Michel Guéguin, le président de la Chambre de métier de l'artisanat, qui m'expliquait que durant le salon de l'artisanat, un artisan s'est vu demander 45 devis en moins de 2 jours. Alors, ce ne sont que des devis, mais ça montre qu'il y a quand même des attentes de la part du public. Autre signe, aujourd'hui, les artisans sont obligés de se former pour devenir professionnels, et des artisans professionnels. Et Michel Guéguin me disait qu'il y avait énormément de personnes qui le sollicitaient justement pour suivre ces modules de formation qui sont en place depuis le début de l'année. Plutôt des bonnes nouvelles. Alors, dans l'actualité économique également, en application ces engagements vis-à-vis du volailler Doux de Châteaulin. Oui, en effet, Pauline, souvenez-vous, le 23 janvier dernier, le ministre de l'économie, Emmanuel Macron, était dans le Finistère, au siège du groupe Doux. Arnaud Marion, le président du directoire, déplorait à l'époque le manque de soutien de l'État pour cette entreprise qui emploie aujourd'hui 2200 salariés. Après son redressement judiciaire en novembre 2013, les nouveaux actionnaires s'engageaient dans un plan de modernisation des chaînes de production de plus de 100 millions d'euros sur 10 ans. Depuis 2013, le groupe a déjà investi 25 millions d'euros et renoue avec les bénéfices. Le volailler a créé de l'emploi, 92 CDI en Bretagne, dont 51 dans le Finistère, au travers de la Banque publique d'investissement, la BPI. L'État vient d'annoncer un financement de 5 millions d'euros, une aide qui permet d'accélérer la modernisation des outils. Pour rappel, le groupe Doux est aujourd'hui le premier producteur de volailles en Europe. L'entreprise finistérienne espère atteindre les 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est 50 millions de mieux qu'en 2014. Bref, chez Doux, les voyants sont ouverts. Merci beaucoup, Christophe. Et tout de suite, on passe au Focus Programme. Et à 18h30, ce mercredi, ne manquez pas votre émission Archi à l'Ouest, présentée par Frédéric Lorenzon. Au programme, un artisan charpentier, la restauration de meubles en bois et bien sûr la découverte d'une belle demeure finistérienne. On regarde un petit extrait.
Manuel Henry, bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte au studio Urvois à Brest. C'est vous qui avez dessiné cette maison. Alors, quelle était la demande des clients quand ils vous ont contacté? Eh bien, la demande des clients, la première demande des clients, c'est une demande sur un terrain. C'est-à-dire qu'ils ont acheté le terrain en 2010 et le terrain pour la vue sur le Ménésum, sur le Nône. Vue magnifique. Voilà, c'est ça. Mais par contre, avec ses contraintes. C'est-à-dire qu'on a un terrain qui est en pente. On a 17% de pente, à peu près une dizaine de mètres entre le haut et le bas. Et donc, il fallait inscrire ce projet, cette maison, dans ce terrain qui était quand même assez intéressant. Quelle solution vous avez trouvée? Alors nous, on a trouvé la solution de se mettre donc au rez-de-chaussée, donc l'étage au-dessus, on va dire ici, et puis un rez-de-jardin en dessous. Donc on rentre par l'étage? On rentre par l'étage, c'est-à-dire que voilà, on arrive par l'étage et on a donc un projet qui s'inscrit dans la pente avec des pièces de vie en bas et en haut et des pièces plutôt chambres sur le deuxième volume qu'on a là. Voilà, et puis dès 19h, retrouvez un débat entre Nathalie Sarrabezold du Parti Socialiste et Bernadette Malgorn d'Alliance pour le Finistère. Cette émission spéciale entre les deux tours des élections départementales sera animée par Olivier Clèche et Frédéric Collat de France Bleu Brésil. Merci. Mercredi à 19h. C'est ça. Voilà, merci beaucoup d'être venu sur le plateau de l'Instant T. Je rappelle que l'album de Dan... Cornouailles Soundtracks, voilà, on s'est entraîné pendant les reportages, sort ce vendredi 27 mars et nous, on se retrouve demain à la même heure pour une nouvelle émission. D'ici là, passez une excellente soirée sur TVO. Ciao.